Créer l'événement, rien qu'en ouvrant un magasin, seules quelques marques au monde ont ce pouvoir. Ce matin-là, à Bordeaux, des centaines de personnes convergent vers cette tour, dressée en plein centre-ville. Merci, beau gosse. Au pied de cette tour, voici Tom, la mascotte du groupe danois Lego. Attendez, on va essayer de laisser sortir les gens là-bas. Bonjour, soyez les bienvenus. Depuis 10 heures, c'est la ruée vers l'or, en plastique. C'est le tout nouveau magasin que la marque ouvre en son nom propre, à l'image de ceux d'Apple. Mais dans le secteur du jouet, elle est la seule à le faire en Europe. On attendait ça vraiment depuis longtemps, quoi. Un magasin Lego, pour lui c'était le rêve ultime. Bonjour, bienvenue chez Lego. Le nouveau terrain de jeu s'étend sur 400 mètres carrés, réparti sur 2 étages, rempli de briques et de boîtes. Qu'est-ce que tu as choisi? L'avion et la voiture de course. Des engins qui se construisent avec le produit star, une simple brique pour laquelle les petits bâtisseurs ont le coup de cœur depuis 60 ans. Et toi, un petit cœur. Visiblement ce jour-là, avec ce jeu de construction, même les plus grands retrouvent leur âme d'enfant. Moi, je suis fan depuis l'enfance, donc voilà. J'ai 24 ans, mais les Lego, il n'y a pas d'âge pour y jouer. Jouer à tous les âges et à tous les prix. Moins de 10 € pour les figurines à imaginer soi-même ou pour les petites boîtes de la gamme classique. Jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour les plus techniques ou ceux des univers Disney et Star Wars. La plus belle pièce vous emmène même dans une autre galaxie, à plus de 430 €. Il te plaît beaucoup, mais il ne faudra pas dire à un moment, on va enlever le prix. C'est aussi ça la force de Lego, une passion qui se transmet de génération en génération. En une seule journée, plus de 4000 personnes sont passées par les caisses de ce Lego Store, en surchauffe. Oui, Il vient de m'en faire comme d'habitude, il me sort pas mon ticket de caisse en fait. d'accord. Donc là, c'est en train de bugger. Mais tout le monde est reparti avec des figurines et des boîtes dans les jolis sacs jaunes, confortant les ventes records du géant de la brique. Au revoir, messieurs, dames. Bonne journée. Dans le monde, il se vend 7 boîtes de Lego par seconde. Le groupe danois est aujourd'hui, avec ses 12 600 salariés, le numéro 1 mondial du jouet et l'une des entreprises les plus rentables au monde. Waouh, tu dois être hyper intelligent. Lego, un empire qui s'étend même au-delà du monde du jouet. Plus qu'un jeu de construction, la brique est devenue un symbole de créativité utilisé dans les écoles et même au sein des grandes entreprises. À croire que l'on peut tout faire avec des briques, y compris inventer des robots intelligents. C'est même aujourd'hui de l'art. Ces morceaux de plastique sont exposés dans les galeries à travers le globe. Une consécration, après avoir pourtant connu une descente aux enfers, il y a 10 ans. Alors quelles sont les recettes de sa renaissance? Quelles alliances le groupe danois a su nouer pour redevenir le héros des enfants? On se détend tout le monde, je suis là. Nous sommes allés au Danemark, sa terre natale, au cœur de la machine Lego et de son cerveau. C'est un matériau tellement spécial. Il n'y en a pas d'autre dans le monde qui a cette qualité. Tout autour de la planète jouet, nous sommes allés aussi à la rencontre de ses fans. Cœur de cible, les enfants. Mais certains sont devenus grands. Des amateurs, véritables ambassadeurs de la marque, à l'initiative d'événements insoupçonnés. C'est du marketing qui coûte pas très cher finalement, oui. Derrière le géant souriant se loge une multinationale qui peut aussi agir sans pitié contre ses concurrents, multipliant les procès. Ça a commencé en 98 jusqu'à aujourd'hui, on est en 2015. J'en ai pas fini avec toi. On va te tuer! Entre contes de fées et polar économique, voici l'histoire de l'alchimiste qui a su transformer la brique en or et devenir l'une des marques les plus aimées au monde, mais aussi parfois détestées. Comme dans toute grande saga, celle de Lego démarre dans un petit coin perdu. Au milieu des champs, impossible de manquer Billund, à l'ouest du Danemark.
Rien ne la distingue pourtant des autres communes de la province du Jutland. Quelques rues aux maisons traditionnelles pour ses 6000 habitants. Pas trop stressé. Et pourtant, Billund, c'est aussi le deuxième aéroport international du pays après Copenhague. Un aéroport construit rien que pour les cadres du géant de la brique qui parcourt le globe. Car Billund, c'est Legoville. Il suffit de suivre le guide pour trouver le quartier général de l'entreprise. Mais les inconnus sont vite repérés par les voitures noires de la police de Lego City. À l'approche du siège, il faut montrer patte blanche. Son nom, c'est V-I-N-C-E-N-T. Vous travaillez pour M6. Ok. Bonne journée. Le nom est répertorié. Nous avons notre laissez-passer de 48 heures pour pénétrer les coulisses de Lego. Bien encadré. Pour l'usine de production, il faut d'abord que vous mettiez cette veste de sécurité. Yann sera notre Sherpa. La veste est plutôt légère pour nous sécuriser. Elle est surtout marquée Média dans le dos pour bien nous identifier. À l'usine, Yann est le seul habilité à nous répondre. Il nous conduit dans la salle des machines. C'est le cœur de Lego qui bat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un cœur alimenté par ces granulés, semblables à des grains de café. C'est la matière première pour chaque brique de Lego que l'on fabrique. On en utilise 80 tonnes par jour dans cette usine. C'est le premier poste de dépense pour Lego. La facture de plastique est de 500 millions d'euros par an, mais après, ça coule presque tout seul. Ces granulés sont insérés dans la machine. Voici le moule. Et quand ça se referme, la température est de plus de 300 degrés. C'est fermé pendant 10 secondes. Et les briques sont dans le bac. À l'échelle d'1 million de pièces produites, seules 18 échouent en moyenne au contrôle qualité, effectué en laboratoire. Le secret de fabrique de Lego est d'avoir une précision chirurgicale. La précision est de 4 microns de millimètre. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu. Il faut avoir la possibilité d'assembler et démonter, même si j'ai 4 ans. Je peux secouer et rien ne tombe, et je peux recommencer. Ces moules, il y en a 760 à Billund, répartis dans 12 salles. 2 personnes par atelier suffisent à les superviser. Certains valent 300 000 €. Ils débitent 3 millions de briques par heure, de 3000 formes différentes. Et quand un bac est plein, ce sont encore des robots qui ramassent la mise. Nuit et jour. Des employés modèles à ne pas déranger. Ah, ce sont des bons garçons. Ah, désolé. Ces caisses de briques alimenteront à la demande toutes les boîtes, quelle que soit la gamme, de Star Wars aux pompiers ou au commissariat de police. Elles sont stockées dans ces immenses hangars de 24 mètres de haut. Rangées, répertoriées par couleur et par taille, et toujours par un robot. Jusqu'à 1 milliard de briques peuvent être ici entreposées. Mais à quelques semaines de Noël, apparemment, les rayonnages se vident. Lego est au bord de la rupture de stock. 50% de nos ventes se font dans les 2 derniers mois en prévision de Noël. Mais il y a un risque de rupture, car cette fois la demande a été significativement plus forte dans la première partie de l'année. Mais on va essayer de tout faire pour satisfaire les commandes. Pour le moment, chaque jour des centaines de caisses quittent Billund, direction les usines d'assemblage en Europe de l'Est. Une délocalisation en Hongrie et en République tchèque, car les mises en boîte sont plus coûteuses en main-d'œuvre. Il y a cette fois des hommes et des femmes derrière les machines. Les mêmes usines d'emballage délocalisées existent aussi au Mexique pour le marché américain.
En tout, les machines Lego produisent 60 milliards de briques par an, vendues dans 140 pays. Pour aller de la Terre à la Lune, il n'en faudrait que 40 milliards. Jamais son père fondateur, Ole Christiansen, n'aurait pu imaginer un jour décrocher les étoiles avec une simple brique. En 1932, ce menuisier, père de 4 enfants, fait vivre sa famille en fabriquant des jouets en bois. Comme des coccinelles, des singes ou des canards. Sa petite entreprise, il l'appelle Lego, du danois Leggot, qui signifie « joue bien ». Tout est imaginé depuis la maison familiale à Billund. 80 ans plus tard, la mémoire de Lego est toujours entre ses murs, en plein centre-ville. Bonjour, bienvenue dans la maison historique de Lego. Christian est l'historien du groupe. La maison n'est pas ouverte au public, mais tout y est précieusement conservé. En vitrine, on retrouve les chers animaux en bois, mais aussi ce yo-yo, le premier grand succès de Lego. Ole Christiansen en a vendu des milliers, jusqu'à la fin de l'effet de mode. Ole s'est retrouvé avec un énorme stock d'invendus. Mais il ne pouvait pas se permettre de tout jeter par la fenêtre, parce que c'était cher à fabriquer. Et c'est là qu'Ole Christiansen a son premier coup de génie. Il a coupé le yo-yo en deux, et il en a fait des roues pour les fixer sur les autres produits. Il a tout réutilisé. C'est très malin. Ah, c'est super créatif. Construire d'autres jouets avec des mêmes pièces, l'esprit Lego vient de naître. Mais c'est Gottfred, son fils ingénieur, qui va le développer. Il met au point cette brique autobloquante dont il dépose le brevet dans tous les pays où il souhaite s'implanter. C'est en 1958 et c'est ce qui nous a permis de créer la brique que l'on connaît aujourd'hui. Vous savez, la fameuse brique Lego avec les tubes en dessous. C'est la chose la plus importante qui s'est produite dans l'histoire de l'entreprise. Lego is here. Hey, kids, look. Le jeu de construction rentre dans les foyers et à la télévision avec les premières pubs dès les années 60. Bâtir son univers pour raconter des histoires, la même recette traverse les années. Cette pendule retarde. Vite, à l'hôpital, il s'est cogné. Toutes ces histoires sur plus de 50 ans, c'est le trésor de Lego. Fabuland. Il est conservé dans la chambre des secrets de la maison familiale. La cave de la Memory Lane, la mémoire de Lego. On y trouve un exemplaire de chaque boîte commercialisée, depuis la création. Il y a plus de 6000 boîtes ici. C'est le rêve des collectionneurs. L'une des plus anciennes que l'on a ici, c'est par exemple cette boîte très simple. Elle est de 1966. C'est aussi une source d'inspiration des actuels designers de Lego. À écouter Christian, on retrouve vite une âme d'enfant quand on part à l'abordage des rayonnages. Alors, regardez quelque part. Regardez ça. C'était l'une de mes boîtes préférées quand j'étais petit. J'ai passé tellement d'heures à jouer avec ça. Tirer avec des canons, c'est juste génial. Et la famille continue de s'agrandir. Chaque année, 60% de la gamme est renouvelée, quitte à pousser les murs. La taille des boîtes grandit sans cesse. Si on compare avec ce qu'on a pu voir dans les premières années, dans les années 60. Pendant 40 ans, la machine Lego est bien huilée. Et pourtant, au tournant des années 2000, elle a bien failli dérailler. Sur ses écrans radars, le groupe ne voit pas venir la révolution des jeux vidéo. Des consoles de jeux de salon aux petites portatives. Les enfants préfèrent les manettes aux petites briques. Pratiquement tout le monde en a une, quelle que soit la console, mais tout le monde en a une. Dans les magasins de jouets, le géant danois est devancé de tous côtés, y compris par d'autres conteurs d'histoire, comme Playmobil ou Mattel et sa Barbie.
Même les 6 parcs à thème Legoland, répartis sur les 5 continents, ne font plus recette. À la tête du groupe, Kjell Christiansen, petit-fils du fondateur, mise alors sur la diversification. Welcome to Lego Island. Lui aussi veut développer des jeux vidéo en interne, avec un design pas toujours convaincant. Il ouvre aussi d'autres gammes, des jouets à grande vitesse télécommandés pour dynamiser la marque. Mais loin de son métier de base, le groupe va perdre de l'argent. 100 millions d'euros de déficit en 2000. Près de 200 millions 3 ans plus tard. La galaxie Lego est en perdition. Alors en 2004, l'entreprise confie les rênes pour la première fois de son histoire à un jeune PDG qui n'est pas de la famille. Jörgen Vig Knudstorp, alias JVK, a 36 ans quand il a pour mission d'éteindre l'incendie. Il organise le retour aux basiques, brique par brique. Ça, c'est la brique Lego. C'est un matériau tellement spécial. Il n'y en a pas d'autre dans le monde qui a cette qualité. La Renaissance, c'est ça. Relancer le groupe sur cette simple idée. Pour le PDG, il faut redonner l'envie de construire, l'essence même du jeu d'origine. Voilà 2 exemples. Celui-là, c'est ce qu'on faisait avant de changer de direction. Dans ce camion de pompiers, on voit qu'il y a peu d'éléments. L'objectif, c'était d'attirer des enfants qui n'ont pas envie de construire. Mais franchement, s'ils ne veulent pas construire, autant acheter un camion tout fait. Et ici, c'est un camion de pompiers imaginé en 2005. Il y a beaucoup plus de pièces. On est revenu au plus près de l'expérience classique du jeu de Lego. Plus de pièces, et pourtant elle est 2 fois moins chère à produire. Il n'y a pratiquement que des briques classiques, réutilisables à l'infini. Tandis que la précédente était composée de pièces spéciales prévues que pour cet univers, comme ce pare-buffle, trop coûteux. Dès son arrivée, JVK change donc la manière de penser les boîtes. 10 ans après, il a multiplié par 4 le chiffre d'affaires, porté à près de 4 milliards d'euros. Alors comment a-t-il relancé la machine à inventer des jeux? Derrière ces murs, 200 créatifs chargés d'imaginer les nouveautés, interdits d'y pénétrer, secret industriel. Pour rencontrer l'un d'eux, c'est en terrain neutre. Pierre est québécois. Il fait partie de la nouvelle génération embauchée par Jörgen Knudstorp il y a 7 ans. Il est venu avec ses Lego, dans un studio spécialement prévu pour la presse, où est recréé un bureau de designer. Alors par ici, par exemple, j'ai les pièces, les briques blanches, les briques rouges. Dans ces tiroirs, les mêmes pièces que dans son atelier. Ici, des briques un peu plus spécialisées, avec, par exemple, relief de briques. Ce sont les outils de son imagination. Les pièces classiques. En tout, on a environ 3500 formes différentes. 3500, c'est 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Pour imaginer les nouvelles boîtes, il faut donc faire le plus possible avec l'existant. C'est la première règle d'or. Pierre travaille sur la gamme City, autrement dit la vie quotidienne. Comme les trains, les chantiers, l'hélicoptère de police, c'est moi aussi. Ou la police, une gamme indémodable. Pourtant, la moitié doit être renouvelée tous les ans. C'est la 2e règle d'or pour stimuler les ventes. Alors, je vous ai apporté ma dernière création, qui est un camion de pompier. L'éternel camion de pompier. Il ressemble au précédent. La différence se fait sur les accessoires. Et maintenant, on a les flammes. Et les flammes qu'on veut éteindre. C'est les pompiers, on veut éteindre. Alors, le jeu, ici, c'est qu'on permet comme ça. Voilà, et j'ai éteint le feu. Le feu, une nouvelle pièce, mais une pièce à rentabiliser sur les autres gammes. On la retrouve dans l'univers des dinosaures. Ou encore dans celui des mangas. Pour réduire les coûts, chaque nouveauté doit pouvoir être recyclée. C'est la 3e règle d'or que Pierre et les designers doivent suivre à Billund. Mais Lego a encore une autre astuce pour trouver des innovations à moindre frais. Au-delà de sa terre natale,
Certains cherchent des idées pour le géant danois, presque gratuitement, à travers la planète. Bristol, en Angleterre, à 1400 km de Billund. Une idée a germé ici pour se faire une place dans tous les magasins Lego. Tom Poulson n'est pas là pour faire ses achats de Noël. Pour lui, pas de Star Wars ou de super-héros. Il s'intéresse de près à une boîte au contenu un peu spécial. Des oiseaux en briques. Je voulais juste venir voir si c'est un produit qui marchait bien. Ah, dans notre magasin, c'est un produit qui se vend super bien. On a presque tout vendu. On espère même avoir plus de stock pour Noël, parce que les gens vont nous le demander. Ça fait plaisir d'entendre ça. Vous allez rire, mais c'est moi qui ai créé ces oiseaux. Ah, je me disais bien. Tom Poulson n'est pourtant pas designer, mais jardinier. Il fait partie des rares chanceux qui ont vu leur idée retenue par Lego pour faire l'objet d'une boîte officielle. En tout, 9 idées comme celle-là ont été réalisées par des particuliers ces 4 dernières années. On les appelle les Lego Ideas. C'est super. Je me sens vraiment fier. Ce n'est pas ce que l'on voit habituellement chez Lego. Des maisons, des voitures, des immeubles, des avions. Là, c'est quelque chose lié à la nature. Et c'est sympa de voir ça construire en Lego. C'est chez lui, dans son petit appartement, que Tom a assouvi sa passion. Il a déjà construit plus de 90 oiseaux. Mais celui qui a tout changé, c'est le rouge-gorge. C'est ce petit bonhomme que je dois remercier pour cette idée. Je jardinais, c'était il y a 3 ans à peu près. Je faisais une pause, je pose ma fourche, et 5 secondes plus tard, un rouge-gorge s'est posé sur la fourche. Ça a été pour moi une révélation. Après avoir construit les oiseaux en briques, Tom les expose sur le site Lego Ideas, une plateforme où tout le monde peut soumettre à Lego ses idées de construction. La première étape pour le jardinier, recueillir 10 000 soutiens partout dans le monde. Le projet est ensuite étudié par la marque qui se réserve le droit de réaliser l'idée. Tom a décroché le précieux sésame avec une simple retouche des designers danois. La différence, c'est que j'avais utilisé les petites mains des figurines pour les pattes. Mais ils n'ont pas voulu, parce que ça doit uniquement servir pour les mini-figurines. Ils ont mis ces petits clips à la place. Salut, comment ça va? Toute cette aventure Lego a changé la vie de Tom. Comment s'est passée ta journée? Tu t'es amusé? Il a même rencontré sa femme grâce à ce projet. Elle est tombée sous le charme de ces oiseaux. Alors il cultive sa passion pour les briques avec le fils de sa compagne, Simon. Les mini-figurines? Évidemment très fier d'avoir un beau papa, créateur de Lego. C'est lequel ton préféré? Le rouge-gorge. Parce qu'à chaque fois qu'on va à l'école, on en voit un. Tes amis savent que ton père a réalisé une boîte de Lego? Un Lego set? Je leur ai dit, mais ils ne me croient pas. À défaut de la gloire, Tom a tiré de cette histoire quelques avantages financiers. Car pour chaque idée produite, Lego reverse à son créateur 1% des ventes. Après 3 mois de vente, j'ai reçu tout simplement un email de Lego. Pour le premier trimestre 2015, j'ai gagné près de 10 000 livres. Soit 14 000 euros. C'est le plus gros chèque que j'ai jamais reçu. Et évidemment, j'étais très content de recevoir ça. Et du coup, on a passé de très belles vacances cette année. Une broutille pour Lego qui lui empoche 1 400 000 euros sur ce seul produit en un trimestre. Piocher les bonnes idées de partout, voilà l'une des armes du géant danois pour gagner la compétition entre fabricants de jouets. Ces 4 dernières années, Lego a même réussi un exploit. La figurine jaune a renversé Hasbro, connu pour ses pet shops. Puis a détrôné Mattel et sa Barbie, la jolie blonde en plastique.
Mais alors, par quel tour de magie, le géant danois a-t-il réussi à devenir le numéro 1 mondial? Porte de Versailles à Paris. Ici se tient chaque année l'un des plus gros salons du jouet. 175 000 personnes se pressent dans les allées. 2 stands vedettes, chacun avec son public fétiche. D'un côté le bus Barbie et sa file d'attente de jeunes filles. De l'autre, l'atelier Lego et son cœur de cible, les garçons de moins de 12 ans. Il me manque un Lego là. Il y a 3 ans, Lego décide d'attaquer Mattel sur son propre terrain. Il lance une nouvelle gamme, Lego Friends. Des personnages féminins, des maisons, des animaux et surtout une palette de couleurs plus large. Les filles en raffolent. En fait, on peut leur échanger leur tenue, le bas, le haut, la tête, les cheveux. On peut tout construire des constructions. En fait, c'est ça, c'est pareil. Bah, les Polly Pocket, c'est moins bien parce que les Polly Pocket, elles, on peut pas les construire et les déconstruire. Selon Stéphane Knapp, directeur marketing de Lego France, cette nouvelle collection comble une grosse lacune qui empêchait l'Empire de s'étendre. On avait développé énormément de thèmes plutôt garçons, Star Wars, Ninjago, police, pompiers, etc. Et donc il a fallu proposer une offre un peu plus féminine. Non pas que les filles ne jouaient pas avec nos produits, elles jouaient avec nos produits classiques, mais il leur manquait un univers un peu plus féminin où en gros ce qu'elles appelaient leur Lego à elles et pas celui de leur petit frère. Changement qu'on a fait, c'est des figurines un peu plus féminines parce que les petites filles voulaient s'identifier plus à une petite fille qu'à une figurine un peu plus carrée Lego comme celle qu'on avait historiquement. Pari réussi, cette gamme fait désormais partie des classiques maisons. Mais il y a un autre virage stratégique que la marque a su mieux négocier que ses concurrents. Elle s'est rendue plus visible sur tous les écrans que les enfants regardent. D'abord sur Internet avec la web-série issue des Lego Friends, ou encore à la télévision avec le dessin animé des Ninjago. Tout est super génial. Oh, trop bien, j'adore cette chanson. Et mieux encore, l'année dernière, Lego est parti à la conquête d'Hollywood avec le film La Grande Aventure. Je suis où? C'est le jackpot, coût 57 millions d'euros, mais 440 millions de recettes, 7 fois plus, pour s'imposer comme le maître de l'univers du jouet. La firme danoise s'appuie aussi sur de précieux renforts, Batman, Spider-Man, Captain America ou encore Scooby-Doo. Des dizaines de super-héros enrôlés au service de Lego. C'est ce que l'on appelle des licences. Le géant danois s'associe avec des marques prestigieuses comme Warner ou Disney, dont il recrée l'univers en briques et figurines. Et celle qui sort du lot, c'est Star Wars. La force sûre pour séduire les enfants et les plus grands. Mais la force est toujours pilotée de Billund. Car les licences, c'est aussi ce qui a relancé Lego. Et cela se voit dans les bilans officiels du groupe que nous avons soumis à Jørgen Knudstorp. En particulier, les droits versés pour les licences. Donc là, ces droits ont triplé entre 2008 et 2014. Oui, c'est exact. Mais c'est tout notre business qui a triplé. Si vous regardez le chiffre d'affaires global de 2008 et celui de 2014, vous voyez que ça a triplé. Ça suit la courbe des affaires. Les licences pour nous, il y en a de 2 types. D'abord, il y a Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, des histoires au long cours. Elles existent depuis des décennies. Et puis, il y a celles plus éphémères, comme Jurassic World, qui suit une série de films, mais c'est plus éphémère. Et d'autres comme Les Simpsons, la série animée à la télévision. Le but est de toujours introduire de nouveaux univers et de rester dans le coup. Mais ces licences éphémères sont aussi des paris risqués. En 2013, Lego a misé sur le film Lone Ranger avec Johnny Depp, un western Disney qui fait un flop au box-office. Conséquence, ce fut aussi un échec commercial pour les sets Lego inspirés du film.
comme les trains du Far West ou les saloons. Tous retirés de la vente au bout d'1 an. Un fiasco. Alors cette année, le groupe danois préfère jouer en terrain conquis, avec la guerre des étoiles. Le côté obscur. Les soldats de l'espace pourraient faire s'envoler encore plus haut le chiffre d'affaires. La gamme Star Wars pourrait assurer à elle seule un tiers des ventes de Lego en 2015. À quelques jours de la sortie du 7e épisode de la saga, les magasins sont dans les starting blocks. Boulogne-Billancourt, 7h du matin. Aujourd'hui, dans ce grand magasin de jouets, c'est l'un des gros arrivages de Noël. Qu'est-ce que vous allez avoir? Donc il y a du Star Wars. Pour l'occasion, le directeur marketing de la chaîne de magasins, Franck Matet, a fait le déplacement. Voilà. Ça c'est bien ça. Là ça va être le calendrier le plus vendu de cette année encore celui-là. Son souci, s'assurer que Lego et Star Wars trouvent une bonne place dans les rayons. Sinon vous densifiez ici. Ici, la marque danoise occupe un espace à part entière, toute une boutique dédiée à l'univers de la brique, placée bien à l'entrée. Et ce n'est pas un hasard. Lego aujourd'hui, dans un magasin comme le nôtre, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est une gamme qui est importante et au-delà de ça, elle est extrêmement dynamique, extrêmement attractive. Donc les clients, spontanément, ils peuvent trouver tout de suite Lego, satisfaire leurs premiers besoins et puis ensuite, ils vont pouvoir découvrir dans le magasin d'autres produits, d'autres catégories de jeux ou d'autres activités. Alors difficile pour la concurrence d'exister. Playmobil se trouve relégué au fond du magasin. Quant au challenger direct de Lego, le fabricant de briques Megablock, il doit se contenter de quelques pans de rayons. Ils sont pourtant associés à la licence des Minions. Lego rafle tout sur son passage, malgré des tarifs très élevés. Le prix moyen à jouer en France à Noël, c'est 19 €. Donc évidemment, on est nettement au-dessus. Mais en même temps, aujourd'hui, nos clients, par l'attrait qu'ils ont de cette marque, nous démontrent que finalement, le prix n'est pas un obstacle. Le prix de vente moyen chez Lego est de 24 €, soit 5 € de plus que la moyenne des jouets. Mais pourquoi une telle différence? Sur ces questions de prix, les rois de la brique nous ont opposé un mur de silence. Alors nous avons acheté 2 des produits phares de la marque. Bonjour madame. Le commissariat de police, une gamme propre à Lego, et le X-Wing de Star Wars, licence du groupe Disney. Tous deux au même prix, 69,95 €. Merci. Nous avons voulu savoir ce que nous payons réellement quand nous achetons ces boîtes. Nous sommes allés interroger un consultant indépendant. Christian Taillard, un ancien cadre d'une marque de jouets concurrente. Sur ces 2 boîtes, il faut d'abord retirer les 20% de TVA et la part des distributeurs. Lego ne récupère qu'un tiers de la somme, soit environ 23 € sur chaque boîte. Sur ces 23 €, ça se décompose en grosso modo 3 tiers. Un tiers pour la marque Lego et ses bénéfices nets des investissements futurs et pour les actionnaire. Un tiers en marketing, communication, publicité et un tiers sur la fabrication au sens large du terme. La boîte, la notice qui est intérieure, l'ensemble des pièces plastiques. Les 2 boîtes sont au même prix pour le consommateur. Pourtant, sur l'une d'entre elles, il y a un coût supplémentaire que Lego doit assumer. Ce qui va coûter à Lego, sa licence Star Wars, puisque c'est une marque déposée du groupe Disney. Il y a 18% qui sont donnés à Disney directement sur l'ensemble du coût de produit. L'année dernière, Lego a déboursé 2 milliards de couronnes, soit 270 millions d'euros pour des frais de licence à Disney ou Warner pour l'essentiel. Cela représente la moitié de tous ses achats de matières premières. Alors pour compenser ces coûts, Lego a recours à une petite astuce. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 figurines, plus un petit chien. Ici, 1, 2, 3 figurines, plus un petit robot. Une figurine, c'est très cher. Donc en fait, on gagne en prix par rapport à Lego City pour payer la licence Star Wars en enlevant 2 figurines.
Ensuite, autre chose, c'est le nombre de pièces. Le nombre de pièces, d'ailleurs ça se voit rien que au niveau de l'épaisseur de la boîte, c'est même pas la peine d'aller regarder en dessous, on se dit tiens, il y a plus de choses dans cette boîte-là que dans cette boîte-là. Effectivement, il y a à peu près 150 pièces d'écart entre la boîte Star Wars et la boîte Lego City. Et c'est sur ce nombre de pièces d'écart, plus la figurine, que Lego réussit à maintenir, je dirais, une marge bénéficiaire. Et voilà comment, même en ayant toujours plus de licences à payer, Lego s'est resté très profitable. Sur son chiffre d'affaires, le groupe dépense donc 33% en coûts de fabrication, 33% en frais généraux et coûts marketing, incluant les frais de licence. Enfin, dans le dernier tiers, une fois payé ses impôts, Lego parvient à dégager près de 25% de bénéfices nets, un taux comparable au secteur du luxe. Il reste malgré tout une énigme. Pourquoi, avec de telles marges, Lego n'a pas plus de rivaux sur les jeux de construction? C'est à Vancouver, au Canada, que nous retrouvons le seul concurrent qui a accepté de nous parler. Bestlock, un challenger low cost qui vend aussi en France, essentiellement dans les Auchan ou Carrefour. Son patron s'appelle Thorsten Geller et cela fait des années qu'il tente de chasser sur les terres de Lego. Si vous êtes intéressé, notre entrepôt de distribution est sur la côte ouest américaine. Aujourd'hui, il vient démarcher une boutique de la ville qui ne vend que de la brique danoise. Le petit, on le vend à $20. Et les grands sont à $85. Celui-là à $20 ? Faites-moi passer le Terminator. Vous voyez celui-là? Il est un peu plus petit, mais c'est $1. $1 ? Ça, c'est vraiment le pouvoir du marketing. Ouais, mais Terminator aussi, c'est un nom que tout le monde connaît aussi. Thorsten Geller s'est lancé dans la brique il y a 17 ans. Mais c'est toujours aussi difficile de se faire une place face au groupe danois. Ça, c'est notre boîte Stargate. Ça fait des années qu'on travaille avec la franchise Stargate. Parce que ça parle de science-fiction, c'est vraiment un truc de petit garçon. C'est votre Star Wars à vous? Ouais, on peut dire ça, comme ça. Mais affronter Lego, c'est prendre un risque judiciaire. Thorsten Geller l'a appris à ses dépens. Dès la création de sa société, Lego l'accuse en justice d'avoir copié ses briques, pourtant passées dans le domaine public depuis plus de 10 ans. Il a gagné son procès sur la brique, mais il doit aujourd'hui se défendre devant les tribunaux pour ses figurines. Elles ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celles de Lego. Ils ont un brevet pour leurs figurines. Mais le brevet consistait à dire que la figurine pouvait s'emboîter sur les briques, tenir debout dessus. Et maintenant, ils disent que toutes les parties ne sont pas seulement techniques, mais que la figurine est en soi une œuvre artistique. Et si le brevet est technique, ce serait combien de temps? Alors là, l'objet est protégé pendant 18 ans. Et si c'est artistique? Dans ce cas-là, la protection dure 75 ans. Alors évidemment, la différence est énorme. On ne veut rien d'eux. On veut juste que notre entreprise puisse faire son business comme eux. Il y a tellement de gens qui peuvent faire des briques. Alors pourquoi ne pourrait-on pas être là? Si Lego gagnait ce procès, Thorsten Geller ne pourrait plus fabriquer de figurines pendant au moins 50 ans. Pour lui, c'est donc sur le terrain judiciaire que Lego parvient à étouffer toute concurrence. Un comble, car il estime que l'origine de la brique ne serait pas danoise. Lego aurait copié un modèle existant. Ça, ce sont les premiers Kiddicraft et les premiers Lego. L'un date des années 40 et l'autre des années 50. Et à l'intérieur, ce sont les mêmes. Tout est pareil. Les mêmes couleurs, les mêmes petites briques. La boîte de gauche a été créée par un inventeur britannique, Hilary Page, qui a monté sa propre société de jouets, Kiddicraft, en 1932. Son but, éveiller les jeunes enfants par des jeux éducatifs. C'est en 1947 qu'il a l'idée de commercialiser une brique en plastique avec 8 tenons sur le dessus.
pour les emboîter plus facilement. Lego a vendu sa première brique en plastique seulement 2 ans plus tard. Il y avait une société de fabrication de moules d'injection de plastique en Grande-Bretagne qui est venue au Danemark, à Billund. Elle a montré à Lego les premières briques qu'elle avait faites pour une entreprise anglaise, Kiddicraft. Lego a demandé à ces personnes de faire une copie de ces moules. C'était avant que Lego ne produise sa première brique. Absolument. Vous êtes sûr? Sûr à 100%. Du côté du géant danois, on balaye le sujet d'un revers de la main. Leur argument, les briques des années 40 sont creuses à l'intérieur, chez Lego comme chez Kiddicraft. Pour les Danois, seul compte le modèle qu'ils ont inventé en 1958, avec les fameux tubes en dessous. Cette brique, c'est l'invention de Lego, parce qu'on a ajouté des tubes à l'intérieur. Sans les tubes, on n'a pas l'effet d'imbrication qui permet de dire que ça tient bien ensemble. C'est ça le truc. Et la brique d'avant? Il y avait beaucoup de versions, mais sans tubes. À croire qu'il n'y a plus de débat. Mais si la marque se sent aussi intouchable, c'est peut-être parce qu'elle a su créer autour d'elle un phénomène sans équivalent. Cette année, Lego est devenue la marque la plus puissante du monde, selon le classement Brand. Elle vient de détrôner Ferrari, grâce à sa créativité, à sa notoriété, et surtout grâce au lien indéfectible avec son public. Depuis le siège de Billund, la marque rayonne sur plus de 5 millions d'adeptes réunis en associations et clubs d'activités, tous prêts à s'investir. Vous allez voir comment le géant danois s'appuie sur tous ses bénévoles afin de renforcer son image, mieux qu'avec des grandes campagnes marketing. Frédéric est de ceux-là. Au volant de son camion, il sillonne les expositions consacrées à la brique, comme ce jour-là, à Auxerre. C'est un jour très stressant qui est l'apanage de toutes les expositions, c'est-à-dire qu'on commence très tôt et c'est vrai que tant que tout n'est pas monté, on a toujours le stress, on sait que le public va arriver à l'heure d'ouverture et il faut que tout soit le mieux possible. S'il est stressé, c'est parce qu'il a aujourd'hui une création hors norme à présenter, tout en briques. On rentre directement avec le camion. Ce sera dans cette grande halle. Il est 7 heures, c'est avec son camion qu'il s'octroie la meilleure place. Salut mon David. Bonjour mon grand. Ça va toi? Et toi mon pote? On est reparti pour une journée? Oui, encore. Bonjour. David et Frédéric se sont connus lors de manifestations Lego. Chacun présentait ses constructions, mais à deux, ils voient plus grand. Ce matin, il y a des dizaines de cartons et de caisses à décharger. Et même un échafaudage. C'est pour quoi faire? Alors ça, c'est pour monter, vous vous doutez bien qu'une structure de 5 mètres 3, eh ben, je ne suis pas assez grand. Et tout cela pour une seule construction, répertoriée par numéro, comme dans une grande boîte de Lego. Comme ça, numéroté. Frédéric est policier, David, couvreur de formation. Dans 5 heures, il faut qu'elle soit montée en fait. Top chrono pour s'attaquer à un monument. La Tour Eiffel. « 150 000 pièces et un budget colossal. » Là, on a dépassé les 30 000 euros de pièces. Voilà. 30 000 euros, le prix d'une belle voiture pour financer cette création qui n'existe pas chez Lego. Il a fallu 4 mois pour rassembler les pièces, commandées partout, chez Lego, qui ne leur en fait pas cadeau, mais aussi sur Internet auprès de plateformes spécialisées. David et Frédéric y achètent et revendent leurs briques à l'unité. C'est comme ça qu'ils arrivent à financer leur passion. Tu peux me donner un til 2x4, s'il te plaît, Frédéric? Comme les autres exposants qui arrivent petit à petit dans la grande halle d'Auxerre. Eux aussi y consacrent leur temps et leur argent. Richard, informaticien dans la vie, est venu avec son château. J'ai donc là un château, c'est une reproduction d'un château de Bavière, un château de Neuschwanstein. Pour ce château, il a fallu acheter 20 000 pièces au détail. Ça va être une commande par exemple de peut-être 500 ou 600 euros d'un coup. C'est la fourchette basse, mais en moyenne, c'est plus du double. Comme pour cette gare, plutôt fragile. Ça tient.
Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas trop toucher, sinon ça peut tomber. C'est la dernière folie de Laurent, électricien de métier. Là, cette année, j'ai fait fort, j'ai dépensé un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas... Oh, je dois être à plus de 2000 € là, cette année. Accro au Lego, ils y ont joué enfants. Ils ont replongé adultes. On les appelle les affoles, pour adultes fan of Lego. Ils sont une légion. Leur passion contagieuse est la meilleure des propagandes pour Lego, sans que la marque n'ait à débourser le moindre centime en marketing. Le lendemain matin, le soleil éclaire Auxerre, mais les promeneurs vont préférer passer leur journée sous la Halle Expo. Il est 10h, ouverture des portes. On vient en famille voir la brique en plastique. Prêt à payer 5 € l'entrée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à Festibrique 2015 à Auxerre. Autour de la Tour Eiffel, c'est le monde reconstitué. Des villes en miniature, des parcs d'attractions ou des salles de concert. Un voyage jusqu'au pôle Nord pour émerveiller les petits bâtisseurs. Tiens, il y a ta base arctique là, Loulou. Regarde. Comme Noah, venu avec ses parents et son petit frère. T'as vu? Oui, attends, je peux construire tout ça. Tiens, est vrai. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Dans les allées, les parents aussi ont des yeux d'enfant. C'est chouette, ça rappelle des souvenirs. Tu voudrais tous les Lego? Cette grande halle d'Auxerre est une vitrine géante pour le monde de la brique et des mini-figurines. Des expositions comme celle-là, il y en a au moins 2 par mois, rien qu'en France. Des milliers de personnes y défilent. Pourtant, ce n'est pas Lego qui les organise. On va vous mettre plus en avant. C'est Jean Gérald à la manœuvre. Et s'il tient à mettre en avant la tombola, c'est parce que toute l'organisation est amateur. Lui et son association ont tout pris en charge pour créer l'événement. C'est combien le budget? On est autour de 20 000 €, voilà, tout confondu, la salle, l'hôtel, la restauration. Et c'est sans filet. Il doit compter au moins 4000 visiteurs pour rentrer dans ses frais. Car en coulisses, la contribution de Lego pour ses fans est réduite au strict minimum. Donc voilà, oui, tout tient dans ce petit bureau. Les grosses boîtes à gagner. Quelques boîtes de jeux offertes par Lego pour la fameuse tombola. Elles viennent directement du Danemark pour une valeur totale de 1 400 €. Pour Lego, c'est une belle vitrine qui leur revient pas très cher en fait. Ça, oui, sûrement, oui. C'est clair que vu le travail effectué, c'est un travail de 6 à 8 mois. Et puis c'est vrai que c'est colossal, quoi. C'est vrai. C'est une petite goutte d'eau, mais bon, c'est toujours mieux que rien, quoi. Mais discrètement, le numéro 1 du jouet est bien présent à Auxerre. Le géant danois a les yeux partout. L'homme qui dépasse d'une tête dans les allées est l'un des ambassadeurs de la marque en France. William scrute toutes les constructions à la loupe. Les créateurs les plus talentueux ne doivent pas échapper à son regard. Moi, je les appelle les gardiens du temple, parce que c'est les gens qui sont ici et qui proposent toutes ces créations, finalement, sont les derniers à démontrer toutes les possibilités qu'on a avec les produits Lego. Des créations à l'infini, la meilleure publicité pour le numéro 1 du jouet. C'est du pain béni pour le fabricant aujourd'hui, d'avoir autant de clients potentiels qui finalement viennent découvrir la marque, ses produits. William n'est pas salarié de la firme danoise, juste indemnisé 2 000 € par an, comme les 200 autres ambassadeurs nommés par Lego à travers le globe. Lui est web designer dans la vie. Il tient un blog consacré à la petite brique et ses figurines, lu par 300 000 visiteurs par mois. Un blog qui a un double avantage pour la marque. D'abord, il présente toutes ses nouveautés, sans qu'elle ait l'air d'en être à l'initiative. Ensuite, il relaie tous les événements et expositions, comme celle d'Auxerre. Pour entretenir la flamme, rien de mieux que de mettre en une du blog les meilleures créations, comme notre Tour Eiffel. Ça mérite une place au blog ou pas?
Ouais, ça mérite, ça mérite. Je voulais quand même la voir en vrai avant d'en parler parce que c'est pas la peine de publier des photos sans avoir vu, sans avoir ressenti quelque chose au moins, ou s'être senti tout petit à côté. Ce ne serait qu'un petit coup de pouce qui pourrait être vu jusqu'au Danemark. C'est le rêve de David, être repéré par le géant danois. Car Lego fait miroiter une récompense suprême à ses fans, leur offrir un titre qui permet de vivre de sa passion. Au fond d'une zone industrielle, Georges a vu sa vie changer grâce à la brique. Il a un métier en or, concepteur de maquettes en Lego. Dans le monde, ils ne sont que 14 certifiés professionnels par la marque. Un titre qui permet de décrocher des contrats de réalisation de maquettes et de fonder, comme Georges, sa propre société. Là, on a la harpe qui va partir donc à Genève pour une exposition d'histoire sur l'époque du Second Empire français. Cette harpe en Lego, c'est un contrat de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la société de Georges. Les cordes sont présentes. Malheureusement, effectivement, ça ne fait pas de son. Donc c'est une copie parfaite, mais pas si parfaite que ça. On n'arrive pas à jouer de la musique dessus. En moins d'un an, il a réalisé avec ses 2 salariés plus de 30 œuvres de ce genre, qu'il loue ou vend à Lego, mais aussi à EDF, Cogelis et d'autres entreprises. Toute cette aventure a commencé l'année dernière, quand il a été repéré par la marque sur une de ses réalisations. En fait, c'était une ville de 30 mètres carrés qu'on avait montée dans le salon d'honneur de la ville de Levallois. J'étais un simple passionné à folle qui faisait ça pendant ses loisirs, ses heures libres, le week-end. Vous faisiez quoi dans la vie? J'étais fonctionnaire de police avant, donc c'est un changement radical. Dans son atelier, plus de 2 millions de pièces, bien compartimentées, qu'il achète 30 à 40% moins cher. Sortir des 1 par 8 templates dark grey. Leur activité est très rentable, car en moins d'un an, le patron et son associé Eric arrivent à se reverser un salaire d'environ 2 000 € par mois. On va dire que l'entreprise se porte bien. Au niveau de la santé, on va dégager un bénéfice, donc ce qui est déjà pas mal. Au mois de septembre, on était un peu plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Mais ce soir, l'entrepreneur a la pression. Il est 21 h sur les grands boulevards parisiens. Les magasins viennent de fermer leurs portes. Georges doit orner une vitrine de Noël des Galeries Lafayette avec une maquette commandée par Lego. Celle-là, elle est extrêmement fragile. Le risque, c'est qu'elle tombe en pièces et qu'on a un puzzle de 5-6 000 pièces à faire. À l'occasion de la sortie du dernier film Star Wars, il doit mettre en lumière l'association entre la marque Lego et la saga événement. Georges a carte blanche sur l'aménagement de cette vitrine. Laisse-le sur le câble. Ouais. Voilà, montre-moi le côté gauche. Sur ce gros faucon Millennium, il a ajouté sa petite touche personnelle. Des lumières bleutées. Georges a choisi de représenter une scène très précise du nouveau film. La poursuite de ce fameux faucon par des vaisseaux ennemis. C'est l'arrière, ça. Pour cette prestation, ils seront payés environ 7 000 €. Seule contrainte imposée par Lego, faire aussi figurer dans la vitrine des modèles en vente dans le commerce. Et l'enfant, quand il voit ça et qu'il veut ça, il peut le trouver dans la boutique. Il faut garder quand même l'aspect commercial d'une vitrine, c'est quand même mettre en avant des produits, une gamme. Et nous, il faut qu'on réponde sur ça. 5 h du matin, au bout d'une nuit entière de travail, Georges et Eric espèrent que leur vitrine atteindra son objectif. Faire rêver petits et grands. Quelques jours plus tard, les curieux peuvent admirer la mise en scène. Ils ont même mis des lumières, ça veut dire que dans les Lego, il y a des câbles. Celui qui est au cœur de l'attention, c'est bien sûr le grand vaisseau. Le gros là-bas? Avec le gros là, moi je vais là. Et tu veux pas le petit en haut plutôt? Mais regarde tout cela là. Une vitrine qui va peut-être changer les commandes au Père Noël. Maintenant qu'on les a vus, ça va être prévu. Du coup, on va le rajouter sur la liste, je pense. Voilà. Cette année, la firme danoise risque bien de conserver son titre de numéro 1 du jouet.